Xavier Philippe, bienvenue. Je vous présente, sociologue du travail, titulaire d'un doctorat en sociologie du travail et en sciences de gestion délivré conjointement par l'ESCP Business School et le Conservatoire national des arts et métiers. Donc, vous êtes biculturel d'une certaine façon. Je suis un double renégat. Triculturel même, puisqu'il y a évidemment la matière, la discipline fondamentale. Et vous vous intéressez à ce qu'on nomme vulgairement les comportements dans les organisations, la culture d'entreprise, enfin tout ce qui se passe et qui fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Il conduit également des travaux sur la compréhension à travers le prisme de la littérature des phénomènes venant questionner le sens du travail dans les organisations. Ça, c'est vrai. Le sens du travail, on en parle beaucoup. Eh bien, mon cher Xavier, nous vous écoutons. Merci déjà de me faire l'honneur d'intervenir devant vous. Je suis ravi. Alors oui, en fait, je suis d'accord avec vous, mais mon travail de sociologue dans une école de gestion, c'est de questionner les a priori, les évidences. Mais je vais commencer par une question. Alors, je vais vous faire un sondage. Je sais que c'est pas très à la mode et ça marche pas très bien en ce moment, mais je vais quand même me risquer. Je voudrais savoir qui parmi vous est pour le vote électronique. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que je ne voudrais pas vous faire offense, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'appartiennent pas à la génération Y. Voilà. Moi non plus d'ailleurs, donc je suis très à l'aise avec ça. Ce que ça veut dire par là, c'est que... alors, vous allez me dire, c'est facile, il intervient devant un public d'informaticiens, de décideurs IT, etc. Donc, il a un public à qui a sa cause. Mais en faisant ça, je profère un stéréotype. Et en vous demandant si vous êtes pour le vote électronique, j'en détruis un deuxième, qui est celui de penser que l'abstentionnisme des jeunes ne repose que sur le fait qu'ils soient technophiles et que le fait de ne pas leur proposer de solutions techno va les empêcher d'avoir une conscience. Ce qui est totalement contradictoire avec ce qu'on nous dit aujourd'hui, puisqu'on nous dit qu'ils en ont une et qu'ils cherchent du sens. Donc on ne sait pas trop très bien de quoi on parle. En revanche, on peut tirer 3 conclusions de ce petit exemple. Le premier... Alors, je vais parler un peu, parce que c'est ce qu'aiment faire les sociologues, puis après, on m'a dit que normalement, les intervenants avaient tendance à monopoliser la parole, donc je vais essayer de vous la donner pour montrer que j'ai esprit de contradiction. 3 conclusions. La première conclusion, c'est quoi? La première conclusion, c'est qu'une génération, ça n'existe pas. Quand je dis que ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça n'existe pas a priori. Ça n'émerge pas comme quelque chose qui serait donné par la nature. Tiens, toi, tu es une génération. Une génération, c'est un construit. Alors, je suis sociologue, donc je parle d'où je peux, mais c'est un construit social. Ça veut dire que finalement, on regroupe sous la même bannière un certain nombre d'individus à qui on attribue des caractéristiques communes, et sur la base de ces caractéristiques communes, on invente une histoire qui va être celle d'une pensée commune, une sorte de paradigme comme ça, qui serait de dire, puisque tu as entre 20 et 30 ans, entre 20 et 35 ans, tu es censé te comporter de la même manière que ton congénère qui, lui, a les mêmes caractéristiques communes. Sauf que cette caractéristique, elle n'est basée que sur l'âge, donc elle n'est pas très, très robuste. C'est-à-dire que finalement, quand on questionne un peu ces choses-là, on s'aperçoit que la génération est quelque chose qui est très, très fort ancré dans les esprits, mais elle ne tient pas l'épreuve des faits. C'est-à-dire que là, je vais vous dire que la génération Y, etc., c'est du bullshit, et puis je vous retrouve demain, et au petit déjeuner, et j'en ai la moitié qui vont me dire « Ouais, mais quand même, moi, dans mon équipe, il y a un jeune, il m'emmerde parce que il veut une promotion, et puis l'autre... » Et je vous répondrai que finalement, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, il y a une députée dans une assemblée législative en Nouvelle-Zélande, je crois, qui a traité son homologue un peu réac de boomer. Boomer. Voilà, OK boomer. Donc OK boomer, c'est très très drôle parce que finalement, ça s'adresse à des gens qui eux-mêmes, à l'âge que sont censés avoir aujourd'hui les générations Y, Z, que vous connaissez, enfin qui arrivent pour certains sur les Z, sur le marché du travail, avaient les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'ils voulaient du sens, ils ne voulaient pas qu'on leur raconte n'importe quoi, et ils ne voulaient surtout pas qu'on les instrumentalise, et donc ils voulaient envoyer bouler le patriarcat, ce qu'ils ont très bien réussi à faire, puisque aujourd'hui, on se bat encore pour ça. Donc, c'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils pensent différemment. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de dire que finalement, ce construit-là générationnel, il tient pas bien à l'épreuve du temps. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a de tels mécanismes sociaux que c'est difficile de dire qu'une personne de 20 ans
qui habite dans tel quartier, qui a telle histoire familiale et qui a tel héritage, va avoir le même mode de pensée que la même personne de 20 ans qui habite dans un quartier totalement différent, avec des conditions sociales différentes et avec un capital social, comme disaient les sociologues, totalement différent. Donc ça déjà, d'un point de vue théorique, c'est un peu plus compliqué. Mais d'un point de vue pratique, on a fait des recherches, voilà, que notamment un collègue dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Jean Pralon, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et avec lequel j'ai travaillé. Et on est allé chercher, on s'est posé la question au travail, parce que notre boulot, c'est de savoir ce que font les gens au travail. Et en fait, on a construit, comme des chercheurs qui font à peu près correctement leur travail, on a construit un échantillon. Puis on a pris des boomers, on a pris des générations X, donc voilà, qui sont nées entre les années, la fin des années 70 et qui sont nées entre la fin des années 60 et le début des années 80. Et puis ensuite on a pris des Y, puisque les X, les Z arrivent que maintenant sur le travail. Ce travail date d'il y a quelques années. Et on les a pris dans la même population, qui est une population comparable à la vôtre, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études d'ingénieurs et qui se retrouvent aujourd'hui à des positions de ce qu'on appelle globalement des cadres. Alors c'est compliqué parce que voilà, les cadres, c'est pas forcément toujours très homogène, mais admettons. Et puis on s'est dit, faut qu'on aille contrôler comme ça quand même, il faut qu'on ait un échantillon test. Donc on a pris des jeunes qui font partie de la génération Y, mais qui ne sont pas eux, encore sur le monde du travail. Et on leur a posé toute une série de questions avec une étude statistique, etc. Je vous passe les détails. De toute façon, ce sont des recherches qui sont publiques, donc si ça intéresse certains d'entre vous, je pourrais vous communiquer les publications. C'est randomisé, etc. Enfin, je veux dire, c'est presque aussi robuste que les études sur le Covid. Et donc, de quoi on s'aperçoit quand on regarde un peu les résultats ? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plus de différence entre les jeunes de la génération Y qui ne travaillent pas qu'entre ceux de la génération Y qui travaillent et les autres qui sont au travail. C'est-à-dire qu'il y a plus de similarité entre un boomer et un Y qui est déjà dans l'entreprise qu'un Y et son homologue qui, lui, n'est pas dans l'entreprise. Alors, première conclusion, le travail est un lieu de socialisation. Et c'est un lieu de socialisation tellement fort qu'il peut déconstruire des construits sociaux qui sont un peu plus faibles, tels que l'âge ou la génération. Okay, donc l'appartenance à une classe d'âge n'a pas d'impact solide à long terme sur la perception que peuvent avoir les gens du monde. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la première conclusion. Et c'est une bonne nouvelle pour vous, ça veut dire que vous avez de quoi faire. La deuxième conclusion, c'est que l'organisation, c'est à la fois quelque chose qui est organisé, mais c'est aussi un organisant. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le changement, ça ne veut rien dire, parce que le changement est permanent. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des mécanismes de transformation des entreprises qui n'ont pas besoin d'avoir une date de départ et une date d'arrivée. C'est quelque chose qui est processuel et qui donc s'auto-alimente. Et donc, quand j'entends parler d'entreprise à mission, par exemple, c'est très intéressant parce que l'entreprise à mission, c'est quelque chose qui est contesté encore aujourd'hui. Alors, c'est contesté en pratique. Je vous renvoie sur les récents mouvements dans certaines directions générales. Et c'est contesté aussi d'un point de vue théorique, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent « mais non, pas du tout. L'entreprise, elle n'est pas là pour faire de la politique, elle est là pour faire de la performance. Et sur la base de cette performance, eh bien, il faut qu'elle ait un certain nombre de critères éthiques, mais il faut limiter ces critères éthiques-là. Par exemple, ce serait le fait de payer ses impôts, ou ce genre de choses. Sauf qu'on pourrait très bien considérer que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien considérer qu'à partir du moment où l'entreprise, ou une entreprise comme Veolia, qui s'occupe de l'eau, ou une entreprise qui s'occupe comme AXA, qui assure la vie des gens, comme le groupe Rocher qui produit des cosmétiques, elle a un impact sur la vie concrète des individus, qui sont aussi des citoyens, et donc elle est un acteur politique, qu'on le veuille ou non. Et en étant un acteur politique, elle a forcément une responsabilité. Et cette responsabilité, elle passe par qui ? Elle passe par les managers qui sont une courroie de transmission. Donc vous êtes des acteurs politiques. C'est quelque chose qui est presque marqué du sceau de l'évidence et vous ne pouvez pas faire autrement. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est la deuxième conclusion. La troisième conclusion, c'est que finalement, tout reposant sur vous, quel que soit le niveau d'encadrement auquel vous êtes, vous avez un problème de légitimité. Et c'est ça qui vous fait percevoir qu'on a un problème de génération. Ce n'est pas le fait que les gens soient plus jeunes que vous, c'est le fait que
si vous sentez de la contestation, c'est parce que vous sentez un problème de légitimité. Or, on a une vision de la légitimité qui est un peu tronquée. C'est-à-dire que la légitimité, historiquement, elle émane des sciences politiques. C'est-à-dire que la légitimité, on va la considérer comme une propriété qui est acquise. C'est-à-dire que, par exemple, un État est légitime. Pourquoi ? Parce qu'il s'est arrogé seul le monopole de la violence. Okay, c'est Max Weber qui dit ça. Et donc, en ayant le monopole de la violence légitime, l'État est fondé à réprimer et à exercer seul la violence. Ça, c'est une propriété qu'il a acquis. Okay, mais les individus et les organisations ne sont pas des institutions en tant que telles, et donc elles n'ont pas les privilèges que peut leur conférer la légitimité comme une propriété qui est acquise par l'État. En revanche, il y a une autre manière de voir la légitimité, il y en a même deux autres. La deuxième manière, c'est de considérer que la légitimité est un processus construit. Et dans ces cas-là, donc c'est une perception. Okay. Si c'est une perception, votre problème à vous devient le suivant. Il faut que vous puissiez avoir de la part des gens qui sont autour de vous la perception qu'ils vous pensent comme légitime. Et pour ça, eh bien, ça dépend de vos actions. Et donc finalement, la question de la RSE, la question de l'environnement, la question, etc., ce n'est pas une question de jeunes, c'est une question pour tout le monde. Et j'ai bien vu là un parterre, une table ronde de gens qui, sans leur faire offense, ne font pas partie de la génération Y, mais pour qui l'environnement est une préoccupation. Qu'elle soit calculée ou qu'elle soit sincère, de toute façon, ce n'est pas le souci. Et c'est la même chose pour les jeunes que vous avez en face de vous. Si vous avez l'impression que les jeunes étudiants ou les jeunes embauchés ont une sincérité qui est supérieure à la vôtre, eh bien, c'est très agréable de pouvoir leur conférer ça, mais ils sont pareils que vous, c'est-à-dire que finalement, cette problématique de l'environnement, elle répond aussi à un intérêt individuel. Et c'est pas grave, mais elle répond aussi à des problématiques collectives, et c'est la troisième vision de la légitimité, c'est que la légitimité, c'est un jugement. Okay, donc vous avez aujourd'hui beaucoup de modèles théoriques qui travaillent sur cette question-là. C'est-à-dire que finalement, la légitimité, c'est quoi ? C'est la fabrique du consensus. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, une action, une pratique, un objet, etc., dans une organisation quelle qu'elle soit, et a fortiori dans une entreprise, est jugé légitime par les autres ? Eh bien, ce sont deux jugements. Le premier jugement, c'est un jugement qui repose sur la propriété, ce qu'on appelle la propriété. La propriété, c'est quoi ? C'est le caractère approprié de votre action. Donc, si l'entourage qui juge votre action et qui a à juger cette action-là, pour vous conférer de la légitimité, juge que cette action est appropriée, eh bien, c'est un premier pas. Ça, c'est le pas individuel. Ensuite, il faut agréger ça, fabriquer un consensus. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la validité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes valide ? C'est parce que ça fait consensus. Okay ? Et donc, finalement, cette question de la génération, elle n'a pas vraiment... elle est une préoccupation mineure à partir du moment où vous êtes légitime. Okay ? Donc, c'est dans la construction de ça qu'il faut agir. Et cette action-là, eh bien, elle réclame à la fois de la conviction, elle réclame aussi la question de la mission, du rôle de l'entreprise, et puis elle réclame aussi de se débarrasser de stéréotypes qui sont ceux auxquels on colle à la peau des jeunes générations, parce que de toute façon, c'est un processus qui se reproduit. C'est-à-dire que là, il y a 10 ans, on était en boucle sur la génération Y. J'aurais pu me faire une fortune si j'avais dit que c'était mal. J'aurais écrit des bouquins de consultants sur la question et je serais fait des fortunes. Et des fortunes encore plus grandes que c'est un éternel recommencement, puisqu'aujourd'hui, on a la génération Z. Demain, on aura encore une nouvelle génération. Et donc, tout ça est sans fin. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la manière dont vous arrivez à engager un dialogue avec les différentes parties prenantes qui sont celles que avec lesquelles vous êtes en interaction au quotidien et qui vous confèrent la légitimité. Et à mon sens, poser la question de la génération, c'est la question qui est posée, c'est celle du sens, mais ce sens-là, en ce qui concerne le réchauffement climatique, la RSE, le bilan carbone et tout un tas de concepts qui ont émergé assez récemment, mais qui finalement sont des préoccupations de long terme, elle ne répond pas à des questions de génération. Et j'avais dit que je vous laissais 15 minutes, et c'est exactement ce qui vous reste.
La Croix a fait une la semaine dernière sur la génération climat. Et ils ont sondé les 18-25, ils espéraient trouver l'Amérique, et ils ont trouvé 18% de 18-25 véritablement conscients et engagés dans les enjeux écologiques, et les autres qui disaient qu'ils étaient éventuellement concernés. Ce qui veut dire je m'en fous aussi, enfin il y avait un peu les deux. Et donc les sondages, pour le coup, peuvent parfois révéler des super constructions, parce que c'est ça aussi. Quand vous dites une construction, c'est aussi une représentation collective. Oui, complètement. complètement. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces dernières années, dans une société qui me semble voir émerger pas mal de conflits, qui est la société française, la création d'une génération permet aussi de désigner l'ennemi. C'est-à-dire de dire les vieux schnocks sont des boomers, ils sont contre l'environnement, les jeunes nous emmerdent avec leur téléphone, ils dématérialisent tout. C'est aussi une façon d'identifier, de se faire une représentation du monde avec les artisans de la construction de ce monde qui parfois est totalement virtuel et n'a pas du tout rapport avec la réalité. Oui, complètement. Et puis c'est aussi une manière de mettre à distance un certain nombre d'enjeux de pouvoir. Par exemple, la question du téléphone et de la dématérialisation du smartphone, etc., ce n'est pas un problème de jeunes. C'est un problème de gens qui ont accès à ces ressources-là et d'autres qui ne les ont pas. Donc à partir du moment où on met à distance cette question-là, on ne se pose pas la question de savoir qui est-ce qui y a accès. On se dit que finalement c'est un problème et que c'est un problème qui concerne une génération perdue. C'est très très... Enfin, il y a un côté rassurant et je pense que si vous creusez bien la chose, toute en sincérité avec vous-même, et moi je suis obligé de le faire au quotidien puisque je suis professeur dans une école, donc voilà, c'est un public avec lequel je suis confronté au quotidien. Donc si j'interroge avec sincérité parfois les problèmes que je peux avoir en cours, par exemple, je me rends compte que ce serait très facile de mettre en disant génération, c'est pas pareil, voilà, on a 20 ans d'écart, ces gens-là ne sont pas comme nous. Et ça vous rappellera une petite musique qui est un peu dérangeante, sauf que là, le stéréotype de génération, c'est pas quelque chose qui est un stigmate discriminatoire pour l'instant. Et donc, c'est encore une excuse qu'on peut mobiliser, sauf que peut-être un jour, ça le deviendra. C'est-à-dire que quand on aura plus la possibilité de montrer du doigt quelqu'un de jeune, parce qu'on considérera que c'est quelque chose qui est presque discriminatoire, eh bien, on ne pourra plus le faire. Et peut-être que c'est comme ça aussi qu'on peut essayer de voir les choses, même si je fais là un peu de provoque. Le mot agisme s'est invité ces dernières années. On dit l'agisme, c'est le raciste de l'âge, un agiste. Alors pour l'instant, c'est pas très développé, mais enfin, il y a quand même quelques a priori en fonction de l'âge qui fonctionnent assez bien aujourd'hui. Oui. Sur ce parti-là du continuum générationnel, oui. Il y a une stigmatisation de l'âge, notamment pour les travailleurs, mais plus on prend de l'âge. Pour l'instant, le reste une vertu. Sur les questions écologiques, évidemment, vous prenez la parole quand vous voulez. Le micro circule, vous levez la main, paf, moi je me tais. Mais sur la question de l'écologie, il y a une petite musique dans les entreprises depuis quelques années qui s'illustre par la communication. Et beaucoup de sociétés disent, nous, il faut qu'on travaille notre marque employeur et qu'on promette aux jeunes gens que vous formez et qui sortent des écoles de commerce, par exemple, ou de la fac, ou je ne sais quoi, que chez nous, ils vont trouver le sens au travail. Et que ces jeunes gens trouvant le sens au travail, pour leur donner du sens, il faut qu'on leur dise qu'on a une mission sur Terre. Parce que sinon, ils ne viendront pas chez nous. Alors, cette mission sur Terre, ça peut être la diversité, ça peut être la parité, ça peut être tout ce que vous voulez, l'engagement dans la Gay Pride, de tout un tas de choses et de grandes causes. Et évidemment, il y a l'environnement, le durable, l'écologie. Alors, comme vous êtes au contact de ces futurs recrues, là encore, nous bâtissons des châteaux en Espagne, ce sont des mythes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos jeunes élèves? Alors, il y a une problématique d'authenticité. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qu'a montré Heidegger, c'est que on ne peut pas devenir authentique. C'est quelque chose, vous êtes jeté dans un univers qui existe déjà, et donc vous ne pouvez pas vous déclarer comme authentique en étant en train de travailler dessus. Et donc tout ça va être frappé du sceau de la suspicion, en fait. Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que finalement, le problème principal, c'est que
toutes les entreprises aujourd'hui, qu'elles le disent ou non, ont travaillé sur des valeurs. Vous allez sur n'importe quelle page RH de n'importe quelle entreprise, vous allez avoir nos valeurs. Si vous faites... Alors, j'en ai vu peu qui disent que leur valeur, c'est de faire travailler des enfants dans des mines, d'exploiter des minorités opprimées, de faire fabriquer des vêtements à bas coût en rémunérant mal les gens, et de surtout faire en sorte que la retraite à 65 ans ne soit pas une réalité. Okay. Donc forcément, toutes les entreprises ont des valeurs positives. Or, il ne faut pas confondre ces valeurs positives-là avec l'action concrète. Et en fait, c'est ça la question. On parle beaucoup en RH de contrat psychologique, et le contrat psychologique, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que la marque employeur, c'est le premier niveau de contrat psychologique. Et s'il y a un écart entre la perception que se fait le collaborateur quand il rentre dans l'entreprise et le discours qu'on lui a vendu, le contrat psychologique, il est rompu, en tout cas dans son côté, dans la motivation que le collaborateur va avoir. On passe sur une forme qu'on appelle transactionnelle, c'est-à-dire je viens, j'ai un travail, j'ai un contrat de travail écrit qui me donne un certain nombre de missions et de prérogatives, je les exerce, et puis ensuite, mon attachement à l'entreprise, il est extrêmement faible. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que peu importe finalement la manière dont vous allez... dont l'entreprise va annoncer des valeurs, la question c'est de savoir si ces valeurs-là, elles ont une forme d'authenticité, c'est-à-dire si elles correspondent à une réalité vécue à la fois par ceux qui y sont, mais aussi par ceux qui y rentrent. Une petite question dans le public pour terminer. Moi je laisse mûrir, mais... Il y a une question là. C'est le chiffre de la croix. Est-ce qu'il y a une façon, on peut dire que s'il n'y a pas de génération, 18% de la salle aussi est motivé, quand même, est-ce qu'il y a une façon d'emmener tout le monde à partir de ces 18%? Comment on pourrait bâtir à partir de ces 18%? Alors, vous allez demander aux sociologues de vous donner des solutions. C'est très compliqué. Si c'est ça, j'aurais été consultant. Alors, non, c'est une excellente question. La solution, moi, mon intime conviction, c'est que si je prends par exemple nos étudiants, il y a quelques années, vous avez des chercheurs qui ont commencé à travailler sur l'injonction à être soi-même. Vous savez, on dit be yourself, have fun, etc. Et donc, voilà, il faut que tout le monde s'amuse au travail. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'ils faisaient du karting, etc. Il n'y a pas... je pense qu'on prend un certain nombre de gens ici et on les emmène à avoir une expérience ludique. Vous y allez aussi et vous n'avez plus 20 ans. Donc le problème, c'est que c'est souvent vécu, les études montrent que cette injonction à être soi-même, déjà, ça touche à la frontière de l'intime, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu par les individus. Et la deuxième chose, c'est que ça résonne un peu creux. Parce que, encore une fois, le fait de s'amuser en entreprise, c'est pas le souci. Le souci, c'est de savoir si on est s'il y a une espèce d'harmonie entre ce qu'on fait et l'intention qui est annoncée par l'organisation pour le faire. Donc moi, je pense que déjà, il faudrait arrêter de survendre des valeurs qui sont des valeurs de bon sens, première chose. La deuxième chose, c'est que plus on engage dans un travail qui est réflexif, et plus on permet aux gens d'exprimer à la fois ce qu'ils ont envie d'exprimer et surtout la manière dont ils réfléchissent sur les événements, plus on arrive à les embarquer. Parce que le fait de dire jouer, prenez c'est l'exemple familier sur lequel des chercheurs ont travaillé sur le Google Time Off. Vous avez 20% de votre temps libre et vous faites ce que vous voulez. Mais non, vous ne faites pas ce que vous voulez en fait. Vous travaillez à des projets, et sur ces projets-là, ensuite, si quelque chose sort, il y a une attente de performativité. Moi, je travaille sur l'ennui au travail. Le Google Time Off, c'est pas de dire tu bulles pendant 20% de ton temps, c'est dire produis pour toi-même. Donc, il y a encore une injonction à la production. Okay, donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir des temps morts, des choses comme ça, des temps de réflexivité. Et je pense qu'aujourd'hui, entre les injonctions externes et les contraintes internes, c'est plus du tout possible. On ne réfléchit plus. En fait, on n'a plus le temps de faire ça. Et il faut qu'on s'amuse. Mais les étudiants, à un moment donné, ils nous le disent aussi. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. On veut aussi participer à quelque chose et puis prendre le temps aussi de pouvoir donner notre avis là-dessus. Xavier, est-ce qu'un élément de la réponse, mais c'est vous qui nous l'avez donné, je suis étonné que vous ne la ressortiez pas.
Est-ce que pour embarquer tout le monde, il ne faut pas fabriquer par son comportement professionnel de la légitimité et de la validité, de la même façon que, moi je les accompagne, j'aime pas ce mot-là, je suis avec eux depuis 3-4 ans et je les entends parler, se remettre des prix, et ils remettent des prix en fonction de critères assez précis, c'est-à-dire les critères que leurs métiers ont établis comme étant des critères justes. Justes et les critères du professionnalisme selon des règles de l'art. La question des règles de l'art, elle est très importante parce que dans des organisations où on demande beaucoup de résultats en peu de temps, avec moins d'argent, et où les gens vivent parfois en se disant « mais il me demande de faire un truc vite et bien et sans moyens, et en fait, il m'oblige à faire de la merde ». Quand, dans une organisation, on a le sentiment qu'on a le temps, les moyens de faire quelque chose avec une somme de connaissances et de savoir-faire qui correspondent peut-être à l'éthique ou tout simplement à la vision qu'on a de son métier, si on ajoutait une préoccupation environnementale éprouvée, c'est-à-dire on a expérimenté des serveurs dans l'huile, on s'est aperçu que c'était bien fait, que ce n'est pas du bullshit et on a envie de recommencer et d'étendre, là on fabrique de la légitimité, de la validité, et on embarque les jeunes gens. Parce qu'en fait, on respecte les règles de l'art, mais comme si on était des compagnons du Moyen-Âge. Alors, c'est exactement ça, et c'est très intéressant que vous souleviez ça, parce que qu'est-ce qui fait la fierté du métier ? C'est ce qu'a montré notamment la psychodynamique du travail, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait finalement l'équilibre psychique d'un collaborateur au travail ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien au travail, pour le dire un peu trivialement ? Eh bien, ça veut dire que les autres jugent que ce que vous faites a un quelconque intérêt. Et pour le dire de manière un peu plus construite, ça repose sur 2 jugements. Le premier, c'est l'utilité. Est-ce que ce que je fais est utile ? Alors, ça peut être utile à divers niveaux, hein, mais est-ce que finalement, la contribution que j'ai est une contribution qui sert à quelque chose de manière importante ou même de manière plus quotidienne ? Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le jugement de beauté. Et c'est là que viennent les règles de l'art. C'est-à-dire que finalement, tout métier, et c'est aussi le problème aujourd'hui des organisations, c'est la disparition des métiers, parce qu'on nous dit qu'on ne fera plus le même métier, mais on ne remplace pas ça par d'autres métiers. On remplace ça par des fonctions. Et le problème, c'est que les fonctions ne donnent pas de fierté de métier, parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait. On affiche sa fonction. Et en fait, le jugement de beauté, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir avoir la possibilité de dire qu'on a fait son métier dans les règles de l'art. Okay ? Et effectivement, quand on met des serveurs dans l'huile, on le met, pourquoi ? Parce qu'on veut conserver la performance de la machine, enfin j'imagine. Et deuxièmement, on veut répondre à une injonction qui est de dire il faut qu'en plus, ça génère le moins de perturbations dans l'environnement, quel que soit l'environnement. Donc on peut être fier de ça. Et cette fierté-là, elle vient parce qu'on a bien fait son travail. C'est ce qu'on appelle le beau geste. Et oui, vous avez des courants philosophes un peu pragmatistes aux États-Unis qui ont travaillé beaucoup là-dessus et qui montrent finalement que la capacité, l'intelligence de la main est importante. Et bien sûr, ça a des ramifications dans le cerveau quand on est... quand on a des métiers de service où finalement on n'est pas au contact manuel, mais les mécanismes que ça engendre génèrent de la fierté de métier. Et ce métier-là, ce concept de métier a tendance à s'effacer un peu. Et c'est un problème. Et je pense que vous pouvez vous aussi poser cette question-là parce que vous êtes formé à un métier. Et donc dans quelle mesure vous avez l'impression parfois que vous êtes plus amené à occuper une fonction qu'à exercer un métier en tant que tel ? Et pour rebondir sur les générations, il y a eu une construction ces dernières années qui consistait à inventer une génération Y ou Z hyper forte dans un métier numérique un peu flottant, qui allait rentrer dans les entreprises pour apprendre un métier qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas à des gens qui avaient un vrai métier, qui étaient des directeurs ou des responsables d'infrastructures. On en a entendu des conneries là-dessus, hein. Beaucoup. Alors, je ne sais pas si connerie est un concept sociologique. Si, on a beaucoup de... Vous avez des chercheurs qui travaillent sur la stupidité en organisation, et c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup d'avenir devant eux. Il y a un concept très paradoxal, c'est le concept de digital natives. Vous auriez des gens qui sont nés avec des smartphones. Mais non, c'est construit. Alors certes, ça vient vite, mais ça vient vite pour tout le monde. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où il y a une appétence pour ça,
C'est normal que ça vienne vite chez un enfant de 3 ans. S'il voit ses parents sur leur smartphone, donc déjà on traverse une génération, toute la journée à faire ça, il ne l'a pas inventé tout seul, hein, le geste. Alors moi j'ai des enfants jeunes, voilà, à un moment donné, ils ont pris la tablette, puis ils ont fait ça, ils avaient compris ce que c'était. Donc c'est pas quelque chose qui est natif, c'est quelque chose qui est construit. Alors bien évidemment, j'ai beaucoup de mauvaise foi avec ça, parce que je suis sociologue, donc je pense que tout est construit, mais néanmoins, je suis pas loin de penser que j'ai raison, et ça me fait beaucoup de bien. Rien ne vaut que d'ouvrir un colloque avec un Philippe et de le terminer avec un autre Philippe, je crois. Merci à vous, Xavier. C'est moi qui vous remercie. Et mon Dieu, il y aurait beaucoup à dire sur la construction des valeurs, les valeurs artificielles, etc. Alors que finalement, quand on fait bien son métier, ce qui est le cas de la philosophie du CRIP. Le CRIP réunit des gens de l'art, des gens de métier, des informaticiens qui sont souvent des taiseux, ce qui leur évite de raconter des conneries plus que la moyenne, si vous voulez. Et c'est pas mal de les côtoyer, de les rencontrer, parce qu'en fait, ils ont beau manier des choses qu'on ne voit pas, mais c'est toujours très concret, et avec cette sanction, ça marche ou ça ne marche pas. Et en général, quand ça ne marche pas, tout le monde s'en aperçoit. Et quand ça marche, les gens ne disent rien, ils trouvent ça normal. Merci à vous.